Ok, bonjour. Bienvenue à cette série de cours sur l'algorithmique répartie. Je vais vous parler aujourd'hui de l'universalité du consensus, un sujet très important en algorithmique répartie et je pense de plus important en algorithmique de manière générale et en informatique aussi. Alors permettez-moi de revenir un peu en arrière sur cette notion d'universalité avant de vous expliquer ce que veut dire l'universalité du consensus et l'universalité dans le contexte de l'algorithmique répartie. Alors, un peu d'histoire. Les premiers algorithmes, comme ceux d'entre vous qui ont assisté à ma leçon inaugurale, les premiers algorithmes étaient faits par des humains pour des humains. Et le calculateur était un être humain qui calculait, qui exécutait les instructions de l'algorithme pour résoudre un problème qu'il ne comprenait pas forcément. Mais en tout cas, en exécutant les instructions, il arrivait à résoudre ce problème. Et en quelque sorte, ce calculateur était universel. Il était universel dans le sens où tous les algorithmes pouvaient être exécutés par une personne normalement constituée. Donc il y avait une sorte d'universalité. Et puis, comme ces algorithmes étaient exécutés de manière machinale par les êtres humains, certains ont franchi le pas, puis ont conçu des machines qui ont pu exécuter ces algorithmes effectivement de manière machinale. Ce qui s'est passé, c'est qu'on est allé beaucoup plus vite. Ces machines, par exemple, la Pascaline a pu calculer très rapidement certaines choses, en particulier des calculs d'impôts, des additions, etc. Mais on a perdu l'universalité une première fois. Ces machines étaient très spécialisées. D'accord ? Donc il y a eu une perte d'universalité. La Pascaline faisait un petit nombre de choses, beaucoup plus vite, mais spécialisées. Donc on a perdu cette notion de généralité ou d'universalité. Puis il a fallu attendre quelques siècles avant qu'Alan Turing n'invente une machine qui, de ce point de vue, du point de vue du calcul, se comportait comme un être humain. Elle apprenait l'algorithme qui était passé comme une donnée et elle l'exécutait. Donc on a retrouvé cette universalité que les êtres humains qui exécutaient les algorithmes avaient comme caractéristique. Donc c'est dans ce sens-là que j'utilise le mot universalité, la capacité d'exécuter tous les algorithmes possibles et imaginables, modulo certaines restrictions que ceux qui ont fait de la calculabilité connaissent, mais ce n'est pas le sujet ici. Donc l'universalité qui m'intéresse, c'est celle définie par Alan Turing et qui dit que tout ce qui peut être calculé par une machine de Turing. D'accord ? Alors vous le savez sûrement, ceux qui ont fait de l'informatique, que c'est une conjecture. On n'a jamais prouvé ça, mais Turing a commencé par sa machine, il a commencé par exécuter des algorithmes dessus à résoudre des problèmes, puis il est allé plus loin, puis encore plus loin, etc. Donc c'est la conjecture de départ, tout ce qui peut être calculé par une machine de Turing. Seulement, comme c'était arrivé à l'époque, on a voulu aller encore plus loin du point de vue technologique. Et on a voulu aller plus loin en connectant des machines de Turing pour aller plus vite et pour plus de fiabilité. Et les choses, tout comme à l'époque de Pascal, se sont un tout petit peu spécialisées et on a perdu un peu l'universalité, mais le même phénomène s'est produit. On a connecté ces machines pour aller plus vite et pour les rendre tolérantes aux défaillantes. Et le problème, c'est que la difficulté, c'est que l'ensemble des problèmes qu'on pouvait résoudre étaient moins clairs qu'avant. Et il a fallu travailler, réfléchir un peu pour résoudre ce grand problème de qu'est-ce qu'on pouvait résoudre par un ensemble de machines, certes plus rapide et plus fiable qu'une seule, mais peut-être moins universelle. Et ce domaine de la recherche en algorithmique répartie s'est posé cette question: quelle est la primitive ou l'abstraction de communication qui permet, en liant les machines de Turing, de retrouver l'universalité de Turing à la base? Encore une fois, modulo plus rapide, plus fiable. Et cette abstraction s'appelle le consensus. Alors, pendant les premiers cours, j'ai expliqué qu'en fait, le consensus était une condition nécessaire à l'universalité, c'est-à-dire qu'il y avait des problèmes dont la résolution passait par la résolution du problème du consensus. Et je vous ai expliqué que le consensus était impossible dans le cas général. Ce que j'essaie d'expliquer aujourd'hui, c'est que le consensus est aussi une condition suffisante à l'universalité. Si on arrive à le résoudre, on peut tout résoudre, on peut retrouver l'universalité de Turing. Et vous allez me dire, mais puisque vous avez démontré que le consensus était impossible, c'était le cours dernier, à quoi sert ce résultat-là ? Bien, ce résultat est important parce que certes, le consensus est impossible dans le cas général,
Mais il y a tout un cas, tout un pan de l'algorithmique répartie qui a essayé de définir les conditions exactes permettant de résoudre ce problème. Donc le fait que ce soit une condition suffisante, c'est un résultat aussi très important. Okay? Donc certes, il est impossible à résoudre dans le cas général, asynchrone, ceci, cela, mais il y a des conditions qui sont souvent réalistes qui permettent de le résoudre. On verra ça à partir de la semaine du cours prochain, dans 2 semaines. Donc ici, ce que je vais essayer de vous démontrer, et d'ailleurs la preuve de manière abstraite est assez facile, que lorsqu'on résout le consensus, on peut tout faire. On retrouve l'universalité de Turing, c'est le but de ce cours. Et on appelle ça l'universalité en algorithmique répartie. Et là, ce n'est pas une conjecture, c'est un théorème qui est facile à démontrer, qui dit tout ce qui peut être calculé par un ensemble de machines de Turing connectées par une primitive de communication qui est le consensus, que je vais rappeler ici. D'accord ? Donc l'universalité en algorithmique répartie, c'est ça. Tout ce qui peut être calculé par un ensemble de machines de Turing connectées par le consensus. Alors la notion de calcul varie un peu. En algorithmique classique, calculer, c'est exécuter un algorithme sur une machine. Si la machine se comporte bien, l'algorithme se termine, on est content. Le calcul en algorithmique répartie, c'est un petit peu différent parce que ce qu'on essaie de faire, c'est prendre un algorithme qui fonctionne sur une machine de Turing, le déployer sur un ensemble de machines de telle manière à ce que cet algorithme soit plus rapide et tolérant aux défaillances. Donc la notion de calcul est quelque part augmentée. Donc c'est un calcul plus puissant, en quelque sorte. Alors, ce petit bonhomme ici explique cette notion de puissance, mais les termes que vous avez peut-être rencontrés ou que vous rencontrerez peut-être en lisant ou en vous intéressant à ce domaine, on parle parfois de... Là, il y a une faute. Linearizable ici devrait être highly available. Pardon, ça c'est une typo. Les 2 mots que vous retrouvez peut-être pour dire que ce calcul est puissant, on parle parfois de weight freedom pour dire le calcul doit être exécuté quel que soit l'état des machines. Plus exactement, tant qu'un sous-ensemble de machines fonctionne bien, on doit pouvoir calculer. D'accord ? Et ce qui est important aussi, c'est que cette haute disponibilité, weight freedom, s'accompagne de ce qu'on appelle parfois l'atomicité ou la linéarisabilité, qui dit tout doit se passer comme si on avait une seule machine. Donc on a un algorithme, il fonctionne bien sur une machine, on le déploie, on a envie que l'algorithme continue à fonctionner du point de vue de sa logique comme si on n'en avait qu'une seule. Évidemment, beaucoup plus rapide, beaucoup plus tolérant aux défaillances, etc. Alors il y a eu tout un pan de la littérature depuis à peu près 30 ans sur ces sujets-là. Le premier article qui a mentionné, de manière indirecte d'ailleurs, cette notion d'universalité est l'algorithme de Lamport en 1978, si je ne m'abuse. Et ensuite, Fred Schneider a écrit, je pense, l'article de référence sur le sujet, où on commençait à parler d'universalité, de consensus, etc. Ensuite, Maurice Herlihy a reformulé ses idées en mémoire partagée. Puis il y a eu toute une école à l'université de Cornell, Chandra Twegg, etc., qui ont travaillé beaucoup sur ces sujets-là, dans le contexte de passage de messages. Vassos Hatzilakos à l'université de Toronto, qui a aussi exploré ces notions-là, et il va vous en parler à la prochaine heure. Donc il y a eu presque 30 ans de travaux sur ce sujet-là, qui, comme je vais essayer de l'expliquer d'un point de vue abstrait, est assez simple. Quand on rentre dans les détails, est un peu plus compliqué. Mais l'idée centrale est on retrouve l'universalité de Turing dans un système réparti si on dispose du consensus. Ce que j'ai expliqué la semaine dernière, c'est que si on ne dispose pas du consensus, il y a plein de choses qu'on n'arrive pas à faire. Mais si on dispose du consensus, on peut tout faire. Et je vous expliquerai dans 2 semaines comment est-ce qu'on peut avoir ce consensus quand même, malgré une impossibilité dans le cas général. Alors, petit rappel. Le consensus, il faut le voir comme une boîte qu'on ouvrira plus tard, mais dans le contexte de ce cours, c'est une boîte qui permet de faire communiquer un ensemble de processeurs ou de sites ou de machines. Cette boîte a une fonction propose. On peut invoquer cette fonction en lui donnant comme valeur d'input, par exemple, une instruction à exécuter, ou, on va le voir ici, une commande d'une machine de Turing, et ce que nous donne cette fonction, elle nous sort un output. D'accord ? Donc ici, P1 et P2 invoquent le consensus, on dit qu'ils invoquent l'opération propose, en proposant pour P1 V, pour P2 V', et ils reçoivent tous les deux V. Alors il y a un ensemble de propriétés que le consensus satisfait
qui sont par exemple, la valeur retournée à P1 et P2 est toujours la même, donc ici c'est V. La valeur retournée doit être une valeur proposée. Le consensus n'a pas le droit d'avoir une valeur par défaut qu'il donne toujours au processus. C'est toujours une des valeurs proposées. Et le consensus se termine toujours. C'est-à-dire que quand on invoque une opération sur le consensus, on est sûr de retrouver, d'avoir un résultat. Donc ça, ce sont les propriétés de cette fameuse fonction abstraction magique, entre guillemets, qui nous permet de retrouver l'universalité. Et qui, comme je l'ai expliqué, est parfois impossible. Alors, une fois qu'on dispose de cette primitive-là, comment est-ce qu'on l'utilise pour avoir ce qu'on appelle une construction universelle? Qu'est-ce qu'une construction universelle? C'est un algorithme qui, étant donné un objet informatique qui fonctionne sur une machine de Turing, peut fonctionner sur un ensemble de machines de manière tolérante aux défaillances. D'accord? Donc, comment est-ce qu'on fait ça? Et vous allez voir que l'idée générale est très simple, les détails un peu plus compliqués, mais l'idée générale est très simple, et on peut la résumer par un dessin et puis trois statements, trois énoncés. Chaque nœud du système ou chaque processus du système a une copie de la machine de Turing qu'on veut mettre en œuvre. On dit qu'on veut la simuler. D'accord? On veut simuler une machine répartie tolérante aux défaillances. Chaque processus a une copie de cette machine. Chaque processus a une liste de commandes qu'il veut exécuter sur la machine. Donc ici, il faut imaginer qu'on a une machine de Turing sur laquelle on veut exécuter des commandes. Et comme on a un système réparti, les commandes viennent de partout. On a plusieurs processus, et puis il y a celui qui veut exécuter telle commande, l'autre qui veut exécuter une autre commande, etc. Donc si c'est une machine à café, il y en a qui veulent un expresso, il y en a qui veulent un déca, il y en a qui veulent je ne sais plus quoi. Donc c'est des commandes, on appelle ça des commandes dans le jargon. Vous allez voir plus tard, dans un cas très concret de mémoire partagée, ce que peut être une machine de Turing, une file avec où on dépile des éléments. Mais pour l'instant, une machine qui a des commandes sur laquelle on peut appliquer des commandes. Et ces processus-là communiquent à travers un média de communication qui leur offre la capacité de se mettre d'accord, le consensus. D'accord ? Et le dessin qu'il faut garder en mémoire, sinon il fallait qu'en garder un, c'est celui-là. Donc on a ici deux processus, il peut y en avoir 36 millions, mais il y en a deux. Chacun a une copie de la machine de Turing qu'on veut mettre en œuvre, donc on déploie la machine sur deux, et puis ces deux machines partagent ou communiquent à travers une abstraction de consensus. Alors quand je dis une abstraction de consensus, je sous-entends que c'est un type au sens langage de programmation ou classe, pour ceux qui font de la programmation objet, qu'on peut instancier, donc on peut avoir plusieurs instances de cette boîte consensus. D'accord ? On peut en utiliser plusieurs instances. Et on va utiliser ces instances pour faire en sorte que l'algorithme qu'on va exécuter qu'on aurait envie d'exécuter sur une machine s'exécute sur tout un tas de machines comme s'il n'y en avait qu'une. D'accord ? Alors l'idée est très simple, elle consiste à dire à chaque fois qu'un processus veut exécuter une commande, il va utiliser le consensus pour se mettre d'accord avec toutes les autres machines sur l'ordre d'exécution. D'accord ? L'hypothèse ici, c'est que la machine de Turing est déterministe. Donc si toutes ces machines, tous ces processus exécutent les instructions dans le même ordre, on va garder le même état, tout se passe comme si on n'avait qu'une seule machine. Évidemment, l'avantage qu'on a par rapport à une seule machine, c'est que si un des deux tombe en panne, l'autre continue à fonctionner. D'accord ? L'idée est très simple. Et si on translate cette idée sous forme d'un algorithme que j'ai essayé de mettre de manière la plus simple possible, la construction universelle, c'est ceci. D'accord ? C'est quoi ? Donc une boucle. Les processus exécutent cette boucle de manière... Donc cette boucle perpétuelle. Il y a deux instructions qui concernent les structures de données qu'ils utilisent, puis deux instructions qui concernent l'exécution de l'algorithme. La première instruction, elle dit C égale command.next. Donc commande, c'est la liste des commandes qu'un processus doit exécuter sur la machine. D'accord ? Donc P1 et P2, tous les deux exécutent ce code-là. Donc P1, il regarde dans sa structure de données à lui, commande, quelle est la prochaine commande que je dois exécuter ? Je veux un café expresso, ou je veux empiler quelque chose sur une file, ou je veux incrémenter un compteur, etc. Donc commande.next retourne C qui est la commande à exécuter. Mais évidemment,
le processus n'exécute pas cette commande directement, il doit se mettre d'accord avec les autres sur l'ordre d'exécution. Donc la structure de données qui permet ça, c'est le consensus. Alors je le mets ici en majuscule, c'est une convention en algorithmique répartie. Ce qui est majuscule est partagé. Donc le consensus est un objet partagé. On va prendre une instance du consensus, la prochaine instance qu'on va mettre dans cette variable cons. Et ensuite, ce processus propose au consensus la commande C. Il peut avoir comme retour C ou une autre commande C', et la propriété du consensus est telle que si C' n'est pas C, ça veut dire que C' aura été proposé par un autre processus. D'accord ? Et la dernière instruction consiste à exécuter ce code C' sur la machine locale. Donc si tout le monde fait ça, tout le monde aura le même état. Tout se passe comme si on avait une seule machine. D'accord ? La construction universelle, certes, ça fait 30 ans ou 40 ans que les gens travaillent dessus, mais l'idée est celle-ci. D'accord ? Alors pour parler en termes, disons, à la mode, aujourd'hui, vous entendez parler, par exemple, de la blockchain, d'Ethereum, etc., de l'ordinateur sur Internet. Il y a des boîtes qui disent on a un ordinateur sur Internet. Ce qu'ils veulent dire, c'est ça. Il y a un objet consensus qui permet d'exécuter un algorithme sur un ensemble d'ordinateurs, y compris sur Internet. Évidemment, la difficulté sera d'implémenter cet objet consensus, qui est parfois impossible, on y reviendra. Mais une fois qu'on l'a, ça, c'est l'algorithme exécuté par la machine Internet, l'ordinateur universel. Donc si je reviens à mon dessin ici, donc j'ai P1 et P2 qui chacun a une commande à exécuter. P1 a la commande C1, P2 a la commande C2. Ils invoquent le consensus 1, qui est la première instance de l'objet consensus, qui leur retourne C1 à tous les deux. Rappelez-vous, le consensus retourne toujours la même chose au processus. Une fois qu'il retourne C1, chacun exécute la commande C1. Notez ici qu'il y a une espèce d'asymétrie parce que P2, lui, n'avait pas envie d'exécuter la commande C1. Il voulait exécuter C2. Mais comme les machines doivent toujours avoir le même état, il est obligé d'exécuter C1 pour garder les mêmes états partout. Alors plus tard, ils invoquent consensus 2, une autre instance, et je dis bien avec un peu de chance, donc avec un peu de chance, P2 reçoit la commande C2 qu'il voulait exécuter, puis il l'exécute. Alors les choses, comme vous allez le voir, ne sont pas toujours aussi simples, mais l'idée est là. OK. Donc maintenant, si on regarde les choses de manière un peu plus concrète, donc ça c'est un point de vue extrêmement abstrait, mais c'est ça qu'il faut retenir. Si vous avez ça en tête, je pense que le reste, ce sont des détails qui parfois ont une importance considérable sur les performances, etc., mais ce sont des détails. Et là, ce que je vais faire, c'est vous instancier cet algorithme très général à un cas particulier. Et le cas particulier le plus simple en algorithmique répartie, c'est ce que j'ai essayé de faire depuis le début des cours, c'est le cas de la mémoire partagée. Les problèmes sont beaucoup plus simples si on suppose une mémoire partagée. Comme je vous expliquerai plus tard, il se trouve que la mémoire partagée est équivalente, d'un point de vue précis que je définirai, à un système avec envoi de messages. Donc il est important de comprendre les problèmes en mémoire partagée avant d'aller se coltiner les envois de messages, les pertes de messages, etc. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller un tout petit peu dans les détails de cette construction universelle avec une mémoire partagée. Alors, rappelez-vous ce que j'ai expliqué les autres fois. Un système à mémoire partagée, c'est un ensemble de processus qui peuvent écrire et lire sur des registres, des endroits mémoire où ils peuvent communiquer. Alors évidemment, on va supposer ici qu'en plus de ces registres, ils ont une primitive de consensus qui, dans certaines architectures, est donnée par la mémoire sous forme, par exemple, d'un compare and swap. Mais on va supposer qu'on a ce consensus. D'accord ? Un ensemble de processus, ils partagent une mémoire et en plus, ils ont un consensus. Alors, l'objet, la machine de Turing qu'on veut exécuter ou qu'on veut déployer sur l'ensemble des processus, ici, c'est un objet informatique déterministe. D'accord ? Quand on est en mémoire partagée, on parle en termes d'objet informatique, mais ça ne change rien. Pensez à un programme, un algorithme, n'importe. Mais on parle en termes d'objet parce que c'est pratique à imaginer, puisque la mémoire, c'est un petit peu ça qu'elle nous offre, des registres qui sont des objets. Et l'algorithme de construction universelle, qu'est-ce qu'il possède comme information ? Chaque processus a une copie de l'objet, donc ça c'est crucial. Dès qu'on veut assurer ce qu'on appelle
la propriété de weight freedom qu'on peut traduire par une certaine de tolérance aux défaillances en mémoire partagée, il est forcé que chaque processus ait une copie de l'objet. Ce qu'on veut assurer, c'est que si on en a 10 de processus, même si 9 ne répondent plus, le 10e pourra toujours continuer. Donc il est normal que chacun ait sa copie de l'objet. Et les processus communiquent à travers des registres, vous allez voir que c'est important, en plus des objets consensus dont ils disposent. Et de manière très schématique, les objets consensus qui les font communiquer sont importants pour assurer la sûreté, qui est la propriété de linéarisabilité ici. Tout se passe comme si on avait un seul processus et un seul objet, alors que les registres vont être importants pour assurer la propriété de vivacité. Chaque processus continue à exécuter des opérations, quel que soit l'état des autres. Donc c'est deux rôles importants. Alors ici, les objets qu'on manipule, qu'on a envie de déployer sur ce système à mémoire partagée, ce n'est pas une machine à café, mais c'est par exemple une file. Donc ça, c'est un objet que je prends ici comme exemple. On part d'un objet informatique qu'on connaît, qui est par exemple une file, le premier arrivé, premier servi, donc FIFO. Les processus invoquent des opérations sur la file qui sont empilées et dépilées, et on sait comment la file se comporte dans un contexte séquentiel. On sait que si P2 empile l'élément 1, puis ensuite P1 l'élément 2, puis P1 veut dépiler, il aura l'élément 1. Donc on connaît le comportement de la file en centralisé. D'accord ? Si on avait un seul processus. On parle de spécification séquentielle. Et l'objectif d'une construction universelle dans un contexte réparti, c'est d'assurer cette sémantique alors même que la file est implémentée par un ensemble de processus et que n'importe lequel peut invoquer des opérations et avoir des réponses. Donc c'est un peu ça le challenge. La sûreté, c'est de garder cette sémantique. Tout se passe comme si on n'en avait qu'une, spécification séquentielle, et la vivacité consiste à garantir que tous les processus peuvent à n'importe quel moment invoquer des opérations. Alors, je vous ai dit que la construction universelle sous-entend que tous les processus ont une copie de l'objet. Ici, ça va être une copie de la file. Donc, quand ils vont vouloir exécuter des opérations sur cette file, ils utiliseront leur copie. Alors, il est assez clair que si chacun invoque des opérations sur chaque copie locale, on risque d'avoir des problèmes. Par exemple, si celui-là empile l'élément 1 sur la file P1, ensuite empile 2, puis P1, quand il veut dépiler, il accède à sa copie locale, il va trouver 2. On a perdu la spécification séquentielle. Tout ne se passe plus comme si on n'en avait qu'une. D'accord ? Donc il faut que ces processus communiquent, il faut qu'ils se synchronisent. C'est là où le consensus va être important. Donc là, je retrouve l'image de tout à l'heure, mais dans un cas un peu plus précis. Donc ici, les commandes C1 et C2, c'est empiler, dépiler, dans le cas de la pile. La machine qu'il fallait dupliquer, c'est un objet, et puis O1 et O2 représentent les deux copies de l'objet, donc les deux copies de la pile, et puis on va utiliser des instances de consensus. Donc l'idée, c'est d'utiliser ces instances de consensus pour assurer la linéarisabilité, éviter le cas précédent où on a violé la consistance séquentielle de l'objet, la spécification séquentielle de l'objet. Alors, quand on regarde les choses d'un peu plus près, on réalise qu'il y a quand même des complications. Donc, tout à l'heure, je vous ai dit, voilà l'idée générale, ça marche, etc., mais ce n'est pas aussi évident. Et là, je vais vous montrer juste quelques problèmes pour essayer peut-être de justifier pourquoi il y a 30 ans de travaux derrière cette notion de construction universelle. Donc, par exemple, dans ce cas-là, il y a O1 qui invoque la commande P1, C1, P2, C2. Le premier consensus leur donne C1 à tous les deux. Très bien. Ensuite, P2, lui, qui voulait exécuter la commande C2, propose au consensus 2 C2. Il dit, moi, je veux quand même exécuter C2, par exemple, dépiler. Le consensus, lui, tout ce qu'il sait faire, c'est mettre d'accord les processus. Et il les met d'accord sur n'importe laquelle des valeurs proposées. D'accord ? Donc, il pourrait très bien les mettre d'accord sur C1', qui est la valeur proposée par P1. Et ça peut continuer longtemps, de telle manière que P2 ne voit jamais le consensus choisir la commande proposée par P2. Ça peut arriver. Donc là, si cela arrive, ça veut dire qu'on aura violé la propriété de vivacité, puisque P2 n'arrive pas à avoir sa valeur. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Donc là, c'est le fait que
quel que soit le consensus qu'on peut avoir, on peut toujours avoir un biais vers P1. Alors c'est là où on doit rajouter quand même des choses à cette idée générale de construction universelle. Et par exemple, dans le cas de la mémoire partagée, on utilise les registres pour assurer la propriété de vivacité, assurer que le processus P1, malgré tout, finit par avoir gain de cause, que sa commande finit par passer. Alors comment est-ce qu'on garantit ça? L'idée, pareil, a posteriori est assez simple. Donc les processus vont, en plus des objets consensus qu'ils utilisent, partager de la mémoire et des registres. Donc ils vont utiliser, par exemple, un tableau de n registres. Alors rappelez-vous, les registres, c'est des endroits à mémoire où on peut lire et écrire. Ici, on suppose qu'on en a n, parce qu'il y a n processus. C'est des registres qui sont à... on dit single writer multi-reader pour signifier que chacun de ces registres peut être écrit par un processus et lu par tous. Comme il y en a n, chacun des processus aura son registre à lui sur lequel il pourra écrire. Et l'objectif de ces registres, ça va être de faire en sorte que les processus, avant d'aller vers le consensus et de proposer des opérations ou des commandes, s'informent les uns les autres des commandes et des opérations à exécuter. Et puis, évidemment, ils vont utiliser aussi des consensus, ça c'est normal, pour se mettre d'accord sur l'ordre. Alors ici, le consensus, rappelez-vous, c'est un objet abstrait ou une classe ou un type. On va pouvoir utiliser des instances de cet objet-là. Alors, ici, le consensus, l'objet ou consensus, je le dénote L-const pour dire qu'il y a une liste d'objets. Et chacun de ces objets est identifié de manière unique par un entier. Alors, en plus de ces structures globales qui sont la mémoire partagée, les registres et le consensus, pour écrire un algorithme, j'ai besoin d'aller encore plus en détail et imaginer quelques structures de données locales. Alors là, les structures de données locales, je les écris en commençant par une minuscule. Donc, il y a Lperf qui est la liste des opérations qu'il faut exécuter, qu'on a exécutées, et une liste d'opérations qu'il faut exécuter, Linv. Linv pour dire ce sont les opérations qui ont été invoquées, qui n'ont pas encore été exécutées. Et Lperf, ceux qui ont été exécutés. D'accord? Donc là, je vais vous présenter une construction universelle concrète. Alors, ce n'est pas hyper sorcier. Qu'est-ce que j'ai? J'ai deux structures de données générales, les registres et les consensus. Donc ça, c'est des objets partagés par les processus. Et par ailleurs, j'ai des structures de données locales. Chaque processus a ces données-là, qui sont locales à lui, que je dénote par Lperf et Linv, liste d'opérations qu'il faut exécuter et liste d'opérations qu'on a déjà exécutées. Alors, une fois qu'on a ces structures de données, l'algorithme est le suivant. Chaque processus va exécuter ces trois tâches. Donc, on a plusieurs processus, puis on a un objet, une file ou n'importe quoi, on n'a pas besoin de savoir ce que c'est. On a sa spécification séquentielle, on sait exécuter des opérations sur cet objet localement. Chaque processus a des copies de cet objet et des opérations à exécuter. Alors, les trois tâches sont les suivantes. La première tâche consiste pour chaque processus à se poser la question: est-ce que j'ai des nouvelles opérations ou des nouvelles commandes à exécuter que je n'ai toujours pas exécutées? Si la réponse est oui, alors je les écris en mémoire partagée. D'accord? C'est comme si j'informais les autres processus que je dois exécuter des opérations. D'accord? Ça, c'est la première tâche. La deuxième tâche consiste pour chaque processus à aller consulter la mémoire partagée pour voir s'il n'y a pas des opérations que d'autres processus veulent exécuter qui n'ont toujours pas été exécutées. D'accord? Donc les deux premières tâches sont des tâches d'information. On n'a encore rien exécuté, on s'est mis d'accord sur rien. On s'informe, mais c'est crucial. La troisième tâche consiste à dire: si un processus s'aperçoit qu'il y a des opérations à exécuter qui n'ont pas été exécutées, soit parce qu'ils viennent de ce processus lui-même ou qu'ils viennent d'un autre, alors on va utiliser le consensus pour se mettre d'accord. Mais ce qu'on va proposer au consensus, ça ne va pas être une opération individuelle comme je l'ai expliqué de manière simple, voire simpliste tout à l'heure. Donc là, je vais zoomer sur cette troisième tâche, qui est la tâche la plus importante. Donc les deux premières tâches, ce sont des tâches de communication. La troisième tâche, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait la chose suivante, elle regarde: est-ce que la liste des opérations à exécuter moins la liste des opérations déjà exécutées est non vide, ça veut dire qu'il y a des opérations qu'il faut faire, alors le processus va proposer un ensemble d'opérations au consensus. Alors rappelez-vous, le consensus est une boîte abstraite qui met d'accord sur des valeurs d'entrée. Les valeurs d'entrée peuvent être des opérations
ou des ensembles d'opérations. Ici, les processus proposent un ensemble d'opérations. Pourquoi est-ce qu'ils proposent un ensemble d'opérations? Pour assurer la propriété de vivacité qui était en danger tout à l'heure, parce que si chacun propose sa valeur, le consensus peut toujours biaiser ses retours vers 1. Là, chacun propose un ensemble d'opérations, les siennes plus possiblement celles d'autres processus. D'accord? C'est une idée très importante ici. Une fois que le consensus retourne un résultat, le résultat sera un ensemble, mais ça sera le même ensemble chez tous. D'accord? Donc cette fois, le consensus retourne le même ensemble chez tous. Une fois qu'on est d'accord sur un ensemble, on peut appliquer un choix déterministe pour dire on va exécuter d'abord l'opération de P1, puis celle de P2, puis celle de P3, etc. D'accord? Donc se mettre d'accord sur l'ensemble, ça va conduire à se mettre d'accord sur un ordre. Ensuite, chaque processus pourra se dire cette opération vient de moi. Et si elle vient de moi à la base, je vais retourner une opération, un résultat entre guillemets à mon application. Alors ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que la notion de processus, de machine, de nœud, ou suivant comment on appelle ça, joue toujours deux rôles en algorithmique répartie ou dans les systèmes informatiques répartis de manière générale. Il y a un espèce de rôle de client, il y a une application, il y a un utilisateur qui veut transférer de l'argent, qui veut faire ceci et cela, et cet utilisateur soumet des opérations. D'accord ? Et ensuite, il y a un rôle soumet des opérations à une couche entre guillemets plus basse, et c'est cette couche-là qui m'intéresse ici. Donc c'est cette couche-là que je suis en train de mettre en œuvre. Donc quand je dis retourne un résultat, ça veut dire retourne un résultat à la couche au-dessus qui est une application, un utilisateur, etc. Et la dernière partie consiste à se rappeler qu'on a exécuté cette opération en la mettant dans la structure de données LPerf. Donc il y a la structure de données Linv qui dit je dois exécuter ces opérations, LPerf qui dit ces opérations ont été exécutées, et tout le jeu consiste à vider la liste Linv moins LPerf. Donc c'est ça que j'essaie de faire, de vider cette liste. Comment est-ce que je vide cette liste? J'écris dans la mémoire pour dire voilà les opérations que je dois exécuter. Je lis dans la mémoire pour aider les autres, pour voir quelles autres opérations doivent être exécutées. Et ensuite, le consensus va être utilisé pour mettre d'accord tout le monde sur un ensemble. Alors, pour revenir au dessin de tout à l'heure, tout à l'heure, j'expliquais que le consensus, régler tout, c'est plus compliqué que ça. Il faut d'abord soumettre à la mémoire partagée les opérations qu'on veut exécuter. Donc P1 va soumettre C1, il va l'écrire dans son registre de mémoire partagée. P2 va écrire C2 dans son registre. Et puis quand ils vont lire les opérations dans la mémoire, eh bien, ils vont lire aussi bien leurs commandes que celles des autres. Et quand ils vont soumettre une proposition au consensus, ça va être un ensemble. Donc par exemple, l'ensemble C1, C2. Et là, le consensus va retourner un ensemble. Donc il y a ce qu'on appelle un mécanisme, en anglais on dit de helping, qui est crucial dans les algorithmes répartis pour assurer la propriété de vivacité. Alors cet algorithme assure que chaque opération invoquée par un processus correct est exécutée. Alors pourquoi est-ce que cette propriété est assurée? C'est assez intuitif de s'en rendre compte. Donc ça c'est la vivacité. Rappelez-vous, ce qu'on veut assurer, c'est que si on a un système informatique réparti avec des milliers d'utilisateurs ou de processeurs, on va assurer que chacun, indépendamment de l'état des autres, chacun puisse exécuter ses opérations. Alors pourquoi est cette propriété satisfaite? Essayons de raisonner par contradiction et supposons qu'elle n'est pas satisfaite. Supposons qu'il y a un processus qui n'arrive pas à exécuter une opération. Et revenons à l'algorithme. L'algorithme, ce qu'il fait, c'est que ce processus-là, on suppose par contradiction qu'il n'arrive pas à exécuter une opération. D'accord ? Donc, s'il a exécuté son algorithme, il a écrit son opération en mémoire partagée. D'accord ? Tous les autres processus finissent par voir cette opération, puisqu'il est correct. On suppose que ce processus est correct. Il a écrit son opération en mémoire partagée. Tous les processus ont vu son opération. D'accord ? On se place au temps où tout le monde l'a vu. L'algorithme est tel que, dans la tâche 3, tous les processus ont cette opération dans la liste des opérations à invoquer qui n'a pas été exécutée. Donc ils vont tous proposer dans la tâche 3 au consensus un ensemble avec cette opération-là dedans. D'accord ? Le consensus garantit la propriété que la valeur décidée est une valeur proposée. Comme toutes les valeurs proposées contiennent l'opération en question, forcément la valeur décidée contiendra cette opération.
le processus aura comme retour de consensus un ensemble avec l'opération dont on a supposé par contradiction qu'il ne va pas exécuter. D'accord ? Et la deuxième étape de cet algorithme consiste à dire tout ce que le consensus retourne, il faut l'exécuter. Contradiction. D'accord ? Donc la vivacité est assurée. J'espère qu'il ne vous est pas perdu. Les opérations sont exécutées dans le même ordre par tous les processus. Pourquoi ? Parce qu'on exécute les opérations suivant l'ordre du consensus, et à l'intérieur de chaque ensemble donné par le consensus, on exécute les opérations dans un ordre déterministe. Donc on est vraiment en train d'exécuter toutes les opérations partout et dans le même ordre. De plus, les opérations sont exécutées ce qu'on appelle en satisfaisant le temps réel. Ce qu'on veut dire par ça, ça veut dire qu'un processus n'invoque pas une autre opération avant d'avoir fini la première, qu'il continue de proposer la première jusqu'à ce qu'il l'exécute, et ce temps-là correspond au temps réel. J'espère que Donc, je vous ai présenté la notion de construction universelle de manière très très générale. Ensuite, je suis allé un tout petit peu dans les détails dans le cas de la mémoire partagée. Vous allez voir par la suite, dans 2 semaines, que tout ce qu'on peut faire en mémoire partagée, on peut le transférer en envoi de messages, donc dans un réseau où on s'envoie des messages. Donc tout ce que je viens de dire là, modulo certaines modifications, va pouvoir s'appliquer à un grand réseau, etc., où les processus ne partagent pas de la mémoire, mais communiquent en s'envoyant des messages. Alors, 2 petites choses par rapport à cette construction universelle un peu plus précise que la première. 2 petites remarques. La première remarque, c'est que si on regarde cette construction universelle que je viens de présenter et qu'on se pose la question, si j'ai une opération à exécuter, je suis un processus qui veut exécuter une opération, dépiler une file, combien de temps ça va me prendre ? L'algorithme m'assure que je vais eventually. Alors eventually, en français, la traduction n'est pas éventuellement, d'accord, c'est un faux ami, mais inévitablement. Je vais inévitablement exécuter l'opération. Alors, inévitablement, c'est bien, mais ça ne me dit pas au bout de combien d'étapes. En particulier, l'algorithme que je viens de présenter est tel que je ne peux jamais borner le nombre d'instructions que je dois exécuter pour arriver à avoir mon opération. Pourquoi ? Parce que si, par exemple, je m'endors, je suis un processus, je m'endors, les processus sont asynchrones, je me réveille et les autres sont arrivés au consensus 1000. Moi, je viens de me réveiller. Eh bien, il faut que je me coltine consensus 1, ah oui, ils ont déjà décidé, consensus 2, consensus 3, jusqu'à 1000. D'accord ? Donc, ce n'est pas borné. On peut toujours faire endormir quelqu'un pendant plus ou moins longtemps pour violer quelques bornes que ce soit. Donc, ce n'est pas un algorithme. On dit que la construction universelle n'est pas bornée. Il se trouve qu'il y a une technique assez simple pour borner cette construction universelle qui consiste à dire, une fois que les processus se sont mis d'accord sur un ensemble, donc le consensus K a donné son verdict, il faut exécuter l'opération OP1, OP2, P3, les processus écrivent cela en mémoire partagée. Ils écrivent le résultat du verdict du consensus directement en mémoire partagée. Alors quel est le bénéfice de cette étape supplémentaire ? C'est que si quelqu'un se réveille et qu'il ne sait pas où il en est, au lieu de se coltiner tous les consensus de 1 jusqu'à je ne sais plus quoi, il va directement en mémoire partagée, puis il voit où ils en sont les autres. Ah, ils sont déjà arrivés au consensus K, donc il va directement au consensus K. Donc cette petite idée, qui n'a rien de sorcier, permet d'avoir une construction universelle bornée. On peut montrer qu'il existe un temps delta qui dépend du nombre de processus, tel que chacun pourra exécuter son opération en dessous de ce temps delta. Alors temps en termes de nombre d'instructions à exécuter. D'accord ? Puisqu'il va pouvoir rattraper directement les autres, les rejoindre et proposer directement au bon consensus son opération. C'est une idée un peu intuitive. Ceux qui ont des questions, on pourra en parler plus tard. Alors, tout ce que je viens de raconter aussi suppose que les objets sont déterministes. C'est-à-dire que si tout le monde exécute les opérations dans le même ordre, l'état de l'objet sera toujours le même et on va garder l'illusion qu'on a une seule machine. Mais qu'est-ce qui se passe si on a un objet non déterministe ? Et dans la pratique, parfois, on a des objets non déterministes. Alors, qu'est-ce qu'un objet non déterministe ? Alors, là, c'est une définition très, très informelle. Tout ce qui est informel, en général, est faux, mais ceux qui veulent plus de détails, je donne toujours les sources du bouquin après qui est associé à ce cours. Si l'état d'une opération et le résultat de l'opération peuvent être différents
alors même que l'entrée et l'état initial est le même. Alors, par exemple, un ensemble peut être un objet non déterministe. Si par exemple P2 insère l'élément 1, P1 insère l'élément 2, donc l'ensemble, un objet informatique ensemble contient l'élément 1 et 2, si on invoque une opération remove, retirer un élément, dans la spécification des ensembles en général, on pourrait retirer n'importe lequel des éléments. Donc on peut un coup retirer 1, l'autre coup retirer 2. Donc on dit que l'objet est non déterministe. D'accord ? La file est un objet toujours déterministe. L'ensemble, parfois, on le met en œuvre et on ne sait pas quel est le résultat qui va être retourné par remove. D'accord ? Donc si j'applique l'algorithme que je viens de vous présenter à un ensemble, je vais violer la propriété de linéarisabilité ou d'atomicité parce que si, quand bien même ils se mettent d'accord sur les opérations à exécuter, il se peut que le premier P1, quand il exécute l'opération enlève ou remove, il enlève l'élément 1, alors que le deuxième, qui exécute la même opération, lui enlève l'élément 2. On se retrouve avec des états de cet objet qui sont différents. D'accord ? Donc on viole la propriété qu'on voulait au début, c'était que tout se passe comme si on n'avait qu'une seule copie. D'accord ? Donc dans le cas d'un objet non déterministe, l'algorithme ne s'applique pas tel quel. Alors il y a deux manières de résoudre ce petit problème. Je dis bien que c'est un petit problème, mais qui peut dans la pratique s'avérer néfaste. Il y a une manière où on triche un petit peu et une manière où on ne triche pas. Alors la manière où on triche, c'est qu'on fait la chose suivante. On se dit, mais qu'est-ce qu'un objet non déterministe ? Un objet non déterministe, c'est un objet qui, à chaque fois qu'on exécute une opération dans un état donné, a un ensemble de choix possibles. Soit j'enlève 1, soit j'enlève 2. Il y a plusieurs choix possibles. D'accord ? Donc ça, dans les gens qui font des langages de programmation, ça veut dire que l'objet non déterministe ou le type est défini par une fonction qui associe à chaque état et chaque opération un ensemble. D'accord ? Quand c'est un objet déterministe, ce n'est pas un ensemble, c'est un singleton. Quand c'est un objet non déterministe, c'est un ensemble qui peut contenir plusieurs possibilités. Eh bien, la manière avec laquelle on peut rendre notre construction universelle applicable à un type non déterministe, c'est de restreindre la mise en œuvre du type, de dire ce type-là, moi je vais le restreindre, c'est-à-dire que je vais définir une fonction qui va prendre un élément de cet ensemble et à chaque fois me retourner cet élément-là. Donc je triche un peu parce que j'ai changé le type initial. Ma mise en œuvre est toujours correcte, les réponses sont correctes. Donc j'ai enlevé le non-déterminisme a priori. Donc c'est un peu triché, mais dans une copie d'examen, si un étudiant répond ceci, il a raison, il a effectivement résolu le problème. Mais c'est triché, un petit peu. Donc supposons maintenant qu'on ne veuille pas faire ça. Donc cet exemple, cette solution-là consiste à dire, par exemple, si l'objet informatique est un ensemble, quand on invoque l'opération enlever, on enlève toujours le premier élément, l'élément par exemple le plus petit. Donc on restreint le type, ça marche. Mais si on ne veut pas faire ça, si on veut garder le caractère non déterministe du type, par exemple, on en a besoin pour des calculs cryptographiques ou je ne sais quoi, et on veut quand même que le type soit toujours non déterministe, on ne veut pas le restreindre. Comment est-ce qu'on peut changer notre construction universelle pour que ça fonctionne quand même tout en préservant ce non-déterminisme ? Eh bien, l'idée, c'est de nouveau en jouant avec le consensus et les registres, c'est de dire, dans cette construction universelle-là, celle que je viens de présenter, on échange les opérations qu'on veut exécuter et ensuite, on appelle le consensus qui va nous dire voilà ce qu'il faut exécuter. D'accord ? Et puis on part du principe que si on exécute le même ensemble, on aura le même résultat. Ça marche quand l'objet est déterministe. Là, l'idée, c'est de dire comme on ne sait pas ce que va être le résultat après, eh bien, on va se mettre d'accord plus tard. C'est ça l'intuition. On va d'abord exécuter les opérations localement et ensuite, on va utiliser le consensus pour nous mettre d'accord sur l'état final et la réponse. D'accord ? Donc, je change un peu l'algorithme de tout à l'heure, en particulier la fameuse troisième tâche qui était la plus importante, qui va cette fois faire la chose suivante. Elle va dire, d'abord, le processus exécute localement l'opération. D'accord ? Quand bien même c'est différent de l'état avec les autres, ce n'est pas grave. Je l'exécute d'abord localement. Et ensuite, ce que je vais proposer au consensus, cette fois, c'est des opérations, mais aussi les réponses et les mises à jour, et l'état final.
Alors la mise en œuvre en pratique devient plus compliquée parce que cette fois, le consensus, il faut qu'ils se mettent d'accord sur un état et une réponse. Mais d'un point de vue logique, c'est juste de se dire d'abord on exécute l'opération, ensuite on se met d'accord. Et là, on va se mettre d'accord non seulement sur l'opération, mais aussi sur l'état et le résultat. D'accord ? Donc d'un point de vue calculatoire, c'est possible de mettre en œuvre un objet non déterministe, de le déployer sur un ensemble d'ordinateurs, de faire en sorte qu'il continue à fonctionner, etc., et de garder le non-déterminisme. Donc ce que je vous ai présenté ici, c'est l'idée générale de la construction universelle et son instantiation dans un cas très particulier de mémoire partagée, en soulignant quelques non-trivialités comme comment faire en sorte qu'elle soit bornée, comment gérer le non-déterminisme, etc. Évidemment, souvent le diable est dans les détails. Quand on va vraiment mettre en œuvre ça, on ne va pas se mettre d'accord sur des états, c'est trop coûteux, etc. Mais l'idée générale, c'est ceci. Il n'y a rien de plus d'un point de vue fondamental. OK. Donc maintenant, j'aimerais juste souligner deux directions très intéressantes de recherche depuis qu'on a compris cette notion de construction universelle. Alors évidemment, une idée, la première question, c'est comment mettre en œuvre le consensus, puisqu'on en a besoin. On verra ça plus tard. Mais ce qu'on ne verra pas plus tard, c'est la chose suivante. Cette universalité-là dit, si j'ai le consensus, je peux tout faire. Okay ? Je peux faire tout ce qui peut être fait sur une machine de Turing. Le consensus, c'est quoi ? C'est une primitive ou une fonction qui met d'accord un ensemble de processus ou un ensemble sur une valeur parmi un ensemble de valeurs possibles. Donc c'est une décision, une seule, pour n processus. Donc c'est ça le consensus. Donc je vais vous expliquer plus tard qu'on peut parfois mettre en œuvre cette abstraction-là quand on restreint un peu le champ des hypothèses. Mais on peut, si on est mathématicien de manière générale ou qu'on a fait des calculs ou des maths, on se dit, mais le consensus se met d'accord sur une valeur pour n, mais qu'est-ce qui se passe si on remplace 1 par k ou n par k ? D'accord ? Qu'est-ce qui se passe si on accepte de se mettre d'accord non pas sur une valeur, mais sur plusieurs ? Et de manière analogue, qu'est-ce qui se passe si on ne veut pas se mettre d'accord entre tout le monde, mais entre k ? D'accord ? Qu'est-ce qui se passe d'un point de vue théorique ? La question est intéressante, mais d'un point de vue pratique aussi, il se trouve qu'elle est intéressante. Et là, on se retrouve avec deux formes d'universalité, ce que j'appellerais des universalités généralisées. Si on a un consensus qui se met d'accord sur k valeurs, on a une forme d'universalité qui est intéressante. Je vais en dire juste deux mots maintenant. Et si on se contente de se mettre d'accord entre k processus sur les n, on retrouve aussi une forme d'universalité intéressante. Alors, le consensus que j'appelle ici k, c'est ce dont le professeur Hadjilakos va vous parler après mon cours. C'est extrêmement intéressant et je trouve très, très séduisant. Je vais vous donner juste dire deux mots sur ce premier cas-là. Qu'est-ce qui se passe si, au lieu d'avoir une boîte consensus qui se met d'accord sur une valeur, on a une boîte consensus qui se met d'accord sur k valeurs ? Qu'est-ce qu'on obtient comme universalité ? Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que k consensus ? Il y a plusieurs définitions de cette boîte-là. C'est un problème, une abstraction qui a été étudiée depuis 2 bonnes décennies en algorithmique répartie. Petr Kuznetsov vous en a parlé la semaine dernière, du set agreement ou set consensus. Qu'est-ce qui se passe si c'est ce dont on dispose ? Alors, on peut voir cette notion-là de la manière suivante. Il y a plusieurs manières de voir cette abstraction-là. La manière avec laquelle Petr Kuznetsov vous a présenté il y a 2 semaines est un peu différente de ceci, mais elles sont équivalentes. Donc cette fois, on ne propose pas une valeur à cette abstraction, on propose un vecteur. Et le retour qu'on a de cette fonction, c'est un indice dans le vecteur et une valeur. C'est comme si on disait le consensus nous permet d'aller voir le même film ce soir, chacun propose une valeur, moi je propose le grand bain, quelqu'un propose Astérix, une autre personne propose James Bond, etc. Et le consensus nous donne le même film à tous. D'accord ? Le consensus K, c'est comme si on disait on a envie d'aller au cinéma cette semaine et pour chaque jour on propose un film. Alors je peux proposer le même film tous les jours ou je peux dire aujourd'hui moi j'ai envie de voir James Bond, demain Astérix, après-demain le grand bain, etc. Donc je propose un vecteur de taille 7. Et cette fonction-là, elle va me retourner un indice. Un jour, elle va me dire mardi, va voir James Bond. Tous ceux qui iront mardi iront voir James Bond aussi. Mais il y en a peut-être qui vont lundi, il y en a peut-être qui vont mercredi. D'accord ? Donc si k égale à 1, on se retrouve exactement avec le consensus. Si k égale à n,
le nombre de jours égal au nombre de personnes, on peut se retrouver dans la situation où chacun va voir un film tout seul. D'accord ? Mais si K est strictement inférieur à N, il y a des jours où on ira quand même au cinéma ensemble, quelques-uns du moins, et ils iront voir le même film. D'accord ? Donc cette abstraction-là de K consensus, c'est une abstraction très intéressante d'un point de vue théorique et pratique. Pourquoi pratique ? Parce que, intuitivement, il est plus facile de se mettre d'accord sur K valeur que sur 1. D'accord ? Et la question qu'on s'est posée, c'est si c'est de ça qu'on dispose, si on ne dispose pas du consensus, mais on dispose de ça, de cette abstraction-là, qu'est-ce qu'on obtient comme universalité ? Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, je vais vous donner l'idée, puis ceux d'entre vous que ça intéresse, ils peuvent aller voir plus loin. Donc là, c'est juste la boîte reformulée comme ça. Donc, elle nous donne un indice C, et elle assure les propriétés suivantes. La valeur retournée à une position où un indice a été proposé à cette position, si elle me dit qu'il faut aller lire tel film mardi, c'est que quelqu'un a proposé ce film pour mardi. Les valeurs retournées pour chaque position sont les mêmes et chaque processus correct reçoit une valeur. Et la question qu'on s'est posée, c'est quelle universalité si on a le cas consensus ? Et c'est une question qu'on s'est posée avec le professeur Eli Gaffney à Los Angeles, à UCLA, et ça nous a pas mal, ça nous a occupé pendant quelques années. Puis le résultat, je pense, de point de vue, en tout cas théorique, est intéressant, mais j'ai envie de croire que même de point de vue pratique, c'est intéressant. Donc avec le consensus, on met en œuvre une machine de Turing qui est hautement disponible. Avec le cas consensus, on met en œuvre K machine de Turing, dont au moins une est disponible. D'accord ? C'est un peu ça la généralisation. Donc c'est comme si on a réduit un peu la disponibilité en disant, bon, on a envie d'avoir une machine à café, on a envie qu'elle soit tout le temps disponible. Mais on n'arrive pas parce qu'on n'arrive pas à avoir le consensus. D'accord ? On a le 2 consensus. Ben, si on a le 2 consensus, ce résultat dit que, au lieu d'avoir une machine à café, on va avoir une machine à café, une machine à thé, et puis peut-être qu'on boira du café, peut-être qu'on boira du thé. C'est mieux que rien. On aura quelque chose. Mais on ne peut pas avoir une machine hautement disponible. C'est un petit peu ça l'idée. D'accord ? Donc je ne vais pas rentrer dans les détails de cet algorithme-là. Il n'y a rien de très sorcier, il est un peu plus compliqué que ce que j'ai présenté. Et encore une forme d'algorithmique répartie. Une fois qu'on a l'algorithme, on dit mais comment ça se fait que vous avez passé 3 ans sur ça ? Il n'y a pas de raison. Mais encore une fois, a priori, on ne voit pas trop où on va. C'est après qu'on se rend compte que ce n'était pas si compliqué que ça. Donc, je ne vais pas passer sur les détails de ça. Je vais juste conclure, puisqu'il reste 10 minutes et j'ai envie que vous preniez une petite pause pour poser des questions ou pour préparer le prochain cours. Donc, pardon, je passe tout ça en détail pour vous dire que... Excusez-moi. Donc, il y a quand même quelques détails techniques pour cette universalité généralisée que je pourrais détailler à certains d'entre vous que ça intéresse plus tard. Là, il y avait quand même plus de détails que ça. Aujourd'hui, j'étais la semaine dernière, j'ai discuté la semaine dernière avec une société à Zurich qui dit avoir l'ordinateur Internet. J'ai trouvé la formule très jolie. Donc c'est une start-up qui est une unicorne. Alors unicorne, c'est ceux qui ont réussi à avoir, je ne sais plus combien, mais beaucoup d'argent. En tout cas, et leur pub, c'est « on a l'ordinateur Internet ». Et ce qu'ils veulent dire par « on a l'ordinateur Internet », ça veut dire qu'ils ont une solution au problème du consensus et qu'ils arrivent à résoudre tous les problèmes au-dessus de cet ordinateur-là. Donc ça semble séduire les investisseurs, en tout cas cette idée. Mais ce que j'essaie de vous dire dans ce cours, c'est que derrière cette idée-là, il y a des algorithmes répartis qui ne sont pas extrêmement compliqués, qu'on peut comprendre, qu'on peut détailler, etc. Et la clé, c'est ce fameux consensus. D'accord ? Comment est-ce qu'on va le résoudre ? Et donc derrière cet Internet Computer, il y a des algorithmes aussi de consensus que je vais présenter dans 2 semaines. Donc les sources de ce cours, y compris ce que je n'ai pas eu le temps de vous présenter, c'est comme d'habitude ces 2 bouquins-là qui sont disponibles chez Erol dans le quartier. Donc je m'arrête là pour le cours. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser maintenant ou plus tard ou par mail, etc. Ensuite, je suggère qu'on prenne une petite pause avant le cours du professeur Hatzilakos qui va détailler l'autre forme d'universalité qui est qu'est-ce qui se passe si on arrive à résoudre le consensus entre K. Et là, croyez-moi, c'est extrêmement élégant.